Elle est la DG adjointe des Remparts de Québec. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je suis en compagnie de Nicole Bouchard. Bonjour Bienvenue. Isabelle. Comment ça va? Ça va très bien. Contente de te parler, de pouvoir en fait un peu plus apprendre à te connaître. On connaît quand même ton parcours. Tu fais partie des pionnières comme ça fait plusieurs années, là, ça a commencé, là, ton parcours, là, tu l'as souvent dit, là, à travers un concours pour finalement, aujourd'hui, être la première femme à avoir un poste de directrice générale adjointe dans le junior majeur, donc la Ligue de hockey junior maritime Québec. Là, on va s'habituer, promis. Et comment tu trouves ça d'avoir encore là cette figure de pionnière-là? J'étais contente. Je te dirais, quand on m'a offert de changer pour ce titre-là, c'est certain que les tâches comme telles n'ont pas vraiment changé. Ils ont peut-être augmenté un petit peu plus, mais pas tant non plus. Mais avec la transition de personnel hockey au niveau de DG qui se m'ont gagné maintenant, je savais qu'il y avait peut-être besoin d'encore plus d'appui autour de lui pour l'aider. Puis je savais que mon rôle ne changerait pas et ne ferait peut-être juste que empirer. Empirer dans le sens qu'avoir peut-être un peu plus de travail, mais ce qui n'est pas vraiment le cas, mais d'avoir la reconnaissance du titre, c'est quand même quelque chose de spécial pour moi. Quand même, hein? Fait que, tu as travaillé, tu as été relationniste pour les Citadelles, les Remparts, les Nordiques. Tu es même venu faire un tour à un moment donné à Montréal avec les Canadiens pour le déménagement du Forum vers le centre Molson à l'époque. Tu as organisé les tournois de la WTA pendant 15 ans. Fait que tu as vraiment une longue route, là. Oui, longue feuille de route. Toutes les équipes de hockey professionnelles qu'il y a eu à Québec, je les ai toutes faites. Les Nordiques, les Citadelles, les Rafales entre les deux. Oui. Puis après ça, j'ai transféré avec les Remparts. Mais effectivement, j'avais travaillé avec le Challenge Bell à l'époque jusqu'en 2015, où il a été vendu par Québécois. Il a été redonné, en fait, à Tennis Canada. Mais à toutes les années, j'étais impliquée aux communications et tout ça. Je faisais ça à travers mon travail de hockey. Mais quand même, les dernières années où le Challenge Bell existait, c'était devenu la propriété des Remparts. Patrick Roy était actionnaire dans le temps. Jacques Tanguay s'était impliqué. Donc, c'était comme dans le groupe. C'était devenu dans le groupe. Donc, on passait une semaine et demie à travailler sur le Challenge Bell en même temps qu'on faisait nos tâches de hockey. OK. Nicole, c'est une femme de sport, pas juste de hockey, là. C'est ça, une femme de sport. On va parler hockey. Ton intérêt pour le hockey, tu l'as déjà dit, ça vient de ton père les samedis soirs, des grands-parents. Aujourd'hui, tu es déjà adjointe. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la jeune Nicole? Bien, de ne pas lâcher puis de persévérer. Ah oui, hein? Je pense que c'est sûr que, tu sais, on regarde ça de loin puis on peut dire, mais il n'y a pas tant d'ouverture ou de possibilités que ça. En fait, tu sais... Que tu sois un homme ou une femme, là. C'est ça, que tu sois un homme ou une femme, dans le sens qu'il n'y a pas 42 équipes de hockey au Québec. Mais quand même, c'est de persévérer. On m'aurait dit, quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans, que je ferais ça aujourd'hui puis que je ferais ça toute ma vie, en fait. J'aurais pas cru ça, tu sais. Puis, je veux dire, j'étais une fan de hockey. Ça a commencé tranquillement avec les Remparts de l'époque des années 70. Puis, après ça, les Nordiques de la MH, les Nordiques de la Ligue nationale et tout ça. Mais qui aurait dit un jour que je travaillerais dans ça toute ma vie, j'aurais pas cru ça, c'est certain. Bien, on est bien content de t'avoir encore aujourd'hui. Dis-moi, quel est ton plus beau moment hockey? Parce que tu en as vécu tellement. Sans aucun doute, maintenant, la dernière saison 2022-2023 qu'on a vécue, c'est inoubliable, je pense. Le groupe de joueurs qu'on avait, les entraîneurs, les championnats de saison régulière, de séries éliminatoires, puis de Coupe Memorial, c'est, je pense, quelque chose que j'oublierai jamais. La Coupe Memorial, c'était quand même ma deuxième. Oui. Mais celle-là était particulière, je pense, à cause du groupe de joueurs qu'on avait. Ça faisait 4 ans, pour la majorité, qui grandissaient chez nous, qui étaient autour de nous autres, qu'on les a vus arriver à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, puis aujourd'hui, jouer chez les professionnels. C'était quand même une année vraiment extraordinaire. J'en ai eu aussi dans le hockey avec les Nordiques. Un des beaux moments que je me rappelle, c'est le but de Peter Stachny en finale de division Adams. Tout le Colisée était blanc. On avait fait un white-out cette soirée-là. Puis c'est quelque chose qu'on n'oublie pas non plus. Il y en a quelques-uns, mais celui de l'année passée, le championnat est vraiment particulier. C'est vraiment des moments d'émotion. Ça doit être de la qualité de hockey, mais c'est tout l'humain derrière, là. Exact. Puis des fois, je réalise, aujourd'hui, on est rendu en février 2024. Puis je me dis...
on a gagné, ça va faire presque un an déjà. C'est fou, hein? On a comme pas eu le temps d'en profiter, il me semble. Tu sais, tout est allé vite après. Une semaine après, on avait le repêchage. Après ça, il y a eu les départs de Patrick, de Jacques Tanguay. On se remet dans la poutine pour faire les invitations de camp d'entraînement. Oups, on arrive mi-août, on recommence, puis on repart, puis c'est tout. Tout est fini. Les coupes sont parties. Ça s'est comme passé dans un roulement de tambour. Là. On n'a pas vu le temps passer. Puis en fait, il y a comme une saison pour les partisans. Ouais. Il y a une saison où on joue au hockey, que l'équipe est faite. Puis là, mais il y a aussi, en fait, l'entre-saison, il n'y a pas d'arrêt. Non. C'est 365 jours par année qu'il y a de quoi à faire. Là, ou presque. C'est ça, vacances. Parce que, oui, puis quand même pas de temps. Là, cette année, ça a été 2 semaines, puis assez rapide, parce qu'on a fini le 4 juin, le 10 juin, on a le repêchage, puis le 15 juin, les invitations de camp d'entraînement partaient. C'est fou, hein? Le reste, parce qu'ils ont beaucoup de formulaires à remplir, beaucoup de choses à faire, des examens médicaux et tout, fait qu'il faut leur laisser le temps de pouvoir le faire avant d'arriver au camp d'entraînement. Donc, c'est un feu roulant tout le temps, là. T'as-tu un rituel d'avant-match? T'es-tu superstitieuse? Non, je l'étais un peu dans les séries, à ma grande surprise. Ah oui? Oui, de l'année passée. Je me rappelle, entre autres, surtout en finale contre Halifax. Les premiers matchs qu'on a joués, on les a joués ici. On avait gagné, on a perdu un. Puis quand on était à Halifax pour les 2 suivants, par hasard, avant le match, je parlais avec le gérant d'équipement, puis il y avait un bâton de Charles Savoie qui était là. Puis je commençais à toucher son bâton, puis à jouer avec. Fait que là, c'était comme après, ben non, il faut que je le fasse à chaque match parce qu'on avait gagné. Fait que, j'ai eu un petit rituel comme ça, mais il y avait des petites choses qui me passaient dans la tête. Ah, hier, j'ai fait ça avant, il faudrait que je le refasse aujourd'hui. Ça a porté fruit. Finalement, on a gagné. Écoute, t'as-tu gardé le bâton de Charles? Non. Tu le gardes pas? Non. Ça aurait pu être un beau souvenir. Non, il voulait jouer avec, c'est sûr, lui aussi. Oui. Parce qu'il le plaçait toujours en même place, comme isolé sur le coin d'un mur à Halifax. Puis c'est là que je l'ai vu, puis j'ai commencé à le toucher, puis à me dire, ah, ben demain, il faut que je le touche encore. Puis j'ai regardé qui fait quoi, puis à quelle heure. Fait que, tu sais, j'essayais de suivre un peu des rituels. Puis toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion? Ma passion. Je pense que c'est ma passion. Puis travailler avec les jeunes, c'est quelque chose de spécial aussi. Tu sais, j'ai travaillé avec des professionnels, ce qui était complètement différent. Ils arrivaient chez nous, il y avait des familles, il y avait des enfants. On s'occupait pratiquement de rien. Je veux dire, ils étaient autonomes et tout. Travailler avec les jeunes, moi, j'ai pas eu d'enfants. Fait que, tu sais, la relation des jeunes de 16 à 20 ans que je peux avoir avec eux, je trouve ça le fun. Échanger avec eux autres, parler de mon expérience, ils posent des questions des fois, ou même moi, je leur pose des questions. La relation avec les parents des joueurs aussi, parce que les parents nous confient leurs jeunes à 16 ans, puis en disant, bien, on espère qu'ils vont être en de bonnes mains, tu sais. Fait que, tu sais, les mots de remerciement qu'on reçoit après des familles de joueurs, des gens qui nous rappellent, qui reviennent nous voir, puis qui nous oublient pas, ça, je trouve ça vraiment plaisant. Ça devient vraiment une famille. Puis, tu sais, moi, je sais qu'un certain Michael Huchette, pour pas le nommer, devait faire son parcours aux États-Unis. C'est une des raisons, c'est grâce à toi. Il y avait une discussion, les parents t'ont parlé, puis ils se sentaient en sécurité, ils se sentaient bien encadrés. Il était venu nous rencontrer après le repêchage pendant l'été, un dimanche, je pense, avec son père, puis déjà, vous êtes là le dimanche, c'est pas nous autres. Bon. Qu'on était venus, Jacques Tanguay était là, Patrick était là, moi. Puis on lui avait expliqué notre plan, puis on lui avait expliqué, puis finalement, il avait dit, je m'en vais aux États-Unis. Fait que cette année-là, à 17 ans, il est parti, puis à 16 ans, pardon. Puis à 17 ans, il est revenu faire le camp d'entraînement. Il était venu, en fait, à 16 ans, faire le camp d'entraînement pour 48 heures, puis il a décidé de partir. Puis je me rappelle encore d'avoir vu son père dans le stationnement, puis qui était pas en pleurs, mais presque. Content pour son fils, oui, parce que c'était sa décision, mais déçu de quitter une organisation comme nous autres. Il trouvait qu'on était extraordinaire. Puis l'année d'après, est arrivée la pandémie, il est allé faire quelques jours de camp dans la USHL, puis à minuit moins une, il nous a fait part que, oups, là, finalement, il avait peut-être changé d'idée, puis bing bang, on l'intègre dans l'alignement, puis il s'en vient chez nous à la fin août, je pense. Fait que, tu sais, c'est le fun de savoir qu'il y a des raisons pourquoi ils sont venus. Oui, puis je suis sûre qu'il est content aujourd'hui parce que un championnat plus tard, un championnat national et tout ça. Puis l'énergie, bon, ça fait 3 ans. Si je regarde dans ce groupe de joueurs-là, on parle de Michael Huchette, il y a eu James Malatesta, qui était la même chose, William Rousseau, sans aller aux États-Unis. Nathan Gaucher a regardé un peu la possibilité d'aller aux États-Unis. C'est vrai. Nicolas Savoie, c'est tous des joueurs que on leur a expliqué ce qu'on faisait, on leur a démontré ce qu'on était capable de faire. Puis qui sont venus. James est parti aussi après 48 heures, puis 2 semaines après, il est revenu.
Puis ça a été des négociations avec ses parents parce que lui, il voulait rester, les parents voulaient continuer à opter peut-être pour le côté des collèges américains, puis finalement, ils en sont venus en consensus. Mais c'est plaisant de voir qu'on peut... Nous, on n'est pas là pour les faire changer d'idée. On est là pour leur expliquer ce qu'on peut faire pour eux. Oui. Puis on n'est pas là pour les influencer puis dire hey, non, viens ici, ça va être bien mieux que l'autre côté. T'sais. Mais on veut au moins qu'ils voient ce qu'on peut faire. Que les parents voient ce qu'on peut faire, puis ça a beaucoup de... Mais je pense que ça a un impact parce que les gens comprennent que vous le faites avec votre plan de match. Vous n'êtes pas là pour les convaincre. C'est ça. Donc, c'est authentique, c'est vrai. Puis, ça l'a changé. Là. Je comprends que dans le temps, là, dans plusieurs années, 20 ans derrière, l'école n'était pas aussi importante. Là, aujourd'hui, les bourses, tous les jeunes vont à l'école, sont encadrés, il y a des conseillers pédagogiques. Ça a vraiment évolué. Là. Ça a beaucoup évolué. Puis même moi, par rapport aux années où je suis arrivée, on était quand même autour des années 98, je pense, avec les remparts, 99. Mais... ça a beaucoup évolué, tu sais. Puis une des raisons, on parlait de Michael, tu sais, lui, c'était ça aussi. Il se faisait offrir une bourse comme tous les autres ou plusieurs autres qui se font offrir ça. Puis il réalise finalement que, tu sais, il a quitté pour Drummondville en décembre, puis il est rendu à l'université, là. Tu sais, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, hein. Fait que ça a bien fonctionné pour lui, puis... les autres qui sont partis parce qu'ils jouaient professionnels, les Nathan Gaucher, James, ils sont tous rendus à un niveau universitaire maintenant. S'ils continuaient leurs études aujourd'hui, bien, ils ont quand même quelque chose, un bon bout de chemin de fait. Tout à fait. Ils n'ont pas fait ça pour rien non plus. OK, là, on change complètement de registre. Là. Si je te disais une chanson qui te décrit, ça serait quoi ta chanson? Elle me décrit peut-être pas nécessairement, mais elle décrit... ce que je vis au quotidien, là, j'aime beaucoup Simply the Best de Tina Turner. De toute façon, moi, je trouve que ça te décrit pas mal, Simply the Best. Peut-être me décrit, mais je ne l'aime pas particulièrement pour ça, mais pour ce qu'elle dit, puis pour... Tu sais, quand je m'emmenais au match, justement, quand on s'en était en série, je l'écoutais souvent dans mon auto parce que c'est une chanson qui m'accroche. Elle a de l'énergie, elle est inspirante. Oui. Puis c'est quoi, toi, la recette de ton enfance? Là? Tu dis, quand les samedis soirs, il y avait la game de hockey. C'est quoi quel est le repas qui te fait penser au hockey, justement? Le repas qui me fait penser au hockey. C'est sûr que dans le monde d'aujourd'hui, on dit c'est les ailes de poulet, la pizza, les petites choses comme ça, comme on fait pour le Super Bowl, l'exemple, où on va être porté à faire peut-être la même chose pour le hockey. Nos repas du samedi soir à la maison, quand j'étais jeune, c'était souvent, je pense, le roast beef de ma mère qu'on mangeait. Puis souvent après, on embarquait dans l'auto, s'en allait chez les grands-parents, puis c'était la soirée du hockey, puis tout le monde était dans le salon pour écouter ça. Oui, c'est des beaux moments. Hein? C'est comme des moments familiaux qui sont super importants. Ouais. Si tu veux avoir un super pouvoir, ce serait quoi que tu voudrais avoir comme super pouvoir? Un super pouvoir? Bon, t'es quasiment Superwoman, là, on s'entend, tu fais tout, là, mais mettons là, qu'on... J'ai pas jamais réellement pensé à ça, mais... T'es là dans les pensées, être invisible, être à la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière, on va déjà pas mal assez vite. Mais le super pouvoir, c'est peut-être de permettre à plus de femmes d'être dans le monde du sport. Oui, hein? Mais on doit dire qu'en 2024, il y en a quand même plusieurs maintenant. C'est peut-être même difficile de toutes les nommer. Là. Je pense que même moi, je ne pourrais pas le faire. Il y en a, oui, dans le hockey qui sont ajoutés dans les dernières années, mais il y en a dans le football maintenant. On en voit dans le baseball. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, cette barrière-là de dire que les femmes n'ont pas leur place dans le sport, c'est faux. C'est faux. Puis je pense que ça a toujours été faux, d'ailleurs. Ça aurait dû arriver bien avant. Oui. Puis tu as un exemple. Tu fais partie des premières qu'on a vraiment vues. Il y en avait eu quelques-unes avant. Moi, j'ai eu comme mentor là, Michel Lapointe chez les Canadiens. Elle a fait ça pendant... Elle a commencé dans l'AMH, les Nordiques de l'AMH en 72. Puis elle a quand même quitté les Canadiens dans les années 90. Mais tu sais, elle est partie des Nordiques. Elle a eu sa place à Sherbrooke. Puis ils ont gagné la Coupe Calder cette année-là. Après ça, c'était allé à Montréal. Ils ont gagné la Coupe Stanley sa première année. Fait que, tu sais, elle avait fait sa place tranquillement. Elle avait du caractère. Puis je la salue encore aujourd'hui, puisqu'elle a réussi à faire quand même dans les années 70-80.
Ben, on va tout de suite aller à Place aux femmes, justement. Puis, tu sais, j'avais envie qu'on discute parce que tu racontes, bon, tes débuts, c'est un concours, ta administration, puis là, tu as appris sur le tas, l'expression, puis là, tout ce que tu es rendu. Tu as gravi les échelons, tu es une pionnière. C'est quoi le prochain défi pour toi? Je sais pas s'il y en a d'autres. Il m'en reste moins long à faire que j'en avais, ça, c'est sûr. Je suis pas prête quand même encore à arrêter. Je m'amuse encore. Moi, je me dis, tant que je vais m'amuser, je vais continuer. Prochain défi, mais c'est de gagner un autre championnat. Ah ben j'aime ça. C'est sûr. Elle veut toujours gagner, j'aime ça. Justement, champion de la Coupe Memorial, ton nom est sur les 2 coupes, 2006-2023. Presque 20 ans séparés les deux. Puis tu en as parlé un peu. Quand tu as commencé, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Comment on peut expliquer ça? Comment tu vis ça, toi, de voir plusieurs femmes, justement, se greffer, d'en avoir de plus en plus? Est-ce qu'il y en a assez? On devrait-tu mettre des choses de l'avant pour aider à avoir plus de femmes dans l'industrie du sport? Je pense qu'il y en a de plus en plus. Puis c'est avec on regarde la nouvelle ligue de hockey professionnel maintenant, c'est extraordinaire qu'on puisse maintenant avoir ça, permettre aux filles qui avaient comme pas de place à aller jouer après avoir joué universitaire, midget, bantam ou universitaire. Puis beaucoup de femmes travaillent au sein de ces organisations-là. On voit de plus en plus, même dans les équipes de notre ligue, des femmes physiothérapeutes. Oui. On n'aurait pas vu ça il y a 20 ans, là, ou il y a 15 ans même, de voir une femme physiothérapeute dans une équipe de hockey de gars. Je pense pas qu'on aurait vu ça. Puis de plus en plus, on en voit dans différents postes. Moi, je pense que c'est extraordinaire, là. Puis je pense que plus ça va aller, mieux ça va être encore, ça va s'améliorer, puis on va amener des femmes à des postes encore à plus haut niveau, là. Puis moi, ce que j'aime des remparts, puis là, ben là, c'est le petit moment où on en parle, parce que le 8 mars, c'est la journée de la femme. Maintenant, depuis 3 ans, on a une collaboration, les remparts avec Femmes de hockey, où on célèbre, là, cette année, on célèbre les femmes en général. Exact. On veut souligner la part, parce que, comme on le dit, bon, oui, il y a des gens qui évoluent à l'intérieur dans le hockey, mais on veut aussi parler de toutes ces femmes qui ont un impact, la mission. Puis toi, c'est qui la femme que tu as envie de célébrer aujourd'hui, que tu veux nous parler? Il y en a tellement, hein? Oui, puis, tu sais, pour moi, ça pourrait être aussi bien une femme que je connais pas, mais qui est chirurgienne cardiaque, exemple, puis qui sauve des vies à tous les jours. Elle est aussi importante que son collègue qui est un homme. Il y a des grandes femmes qui sont chercheurs, qui sont microbiologistes, qui sont médecins, qui sont dans des postes qu'on n'aurait pas vus dans le temps de nos parents, ça c'est certain, il n'y en avait pas. Puis je pense que on dit d'en célébrer une en particulier, j'en ai pas une en particulier en tête, mais je pense que toutes ces femmes qui réussissent à atteindre des postes de haut niveau, des présidences d'entreprises, que ce soit au Canada ou partout ailleurs dans le monde. Je veux dire, il y a tellement de femmes, je pense, qui travaillent à des hauts niveaux puis qu'on ne connaît pas, dans le fond. Tu as raison. Il y a, je pense qu'on s'en va vers un monde un peu plus équitable, où on va avoir une meilleure égalité. Bon, quand on pense aux Jeux olympiques qui s'en viennent, ça va être la première année où ça va être vraiment égal, autant d'athlètes, d'hommes que femmes. Et je sais qu'à Radio-Canada, ils veulent absolument s'assurer qu'il va y avoir autant de personnes, de femmes que d'hommes qui vont être comme journalistes, qui vont être sur place, commentateurs. Ça se fait à tous les niveaux. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose d'autre qu'on peut souligner, qu'on peut faire? Comment qu'on peut aider à ce que ça arrive plus vite aussi dans notre société? Je pense que c'est d'en parler. D'en parler de plus en plus. Puis que toutes ces femmes-là qui ont des postes, on parle de journalistes, il y en a de plus en plus. Moi, je recule il y a 30 ans, mettons, là, avec mes années chez les Nordiques, et il y avait une femme journaliste, 2 peut-être. C'est fou, hein? Diane Hayfield qui a fait quand même qui a eu une longue feuille de route après. Chantal Maccabé est arrivée après dans ces années-là, puis ça, elle a fait son parcours, on voit où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut en parler, continuer à en parler, puis à impliquer les femmes. Puis je pense que les gestionnaires d'entreprise, les dirigeants d'entreprise comprennent maintenant que la femme est aussi importante que l'homme dans peu importe le milieu. Puis elle est peut-être différente. Elle est différente, oui. Mais c'est correct d'avoir la diversité. Ça ne veut pas dire que parce que c'est une femme qui n'est pas capable d'accomplir les mêmes tâches que l'homme. Ce qui est complètement faux, d'ailleurs. Tout à fait. Puis ça dépend de la personnalité de la personne.
Chacun est différent. Puis, bon, c'est sûr que des fois, moi, j'aime beaucoup parler de la féminisation du leadership. Donc, l'humanisation du leadership. Des fois, il va y avoir une approche différente, mais tu sais, des fois, l'homme va avoir des caractéristiques un peu plus féminines. Puis, il y a des femmes qui sont un peu plus hommes, puis, comme, parce que ça fait partie de leur personnalité. Puis, c'est juste de s'assurer qu'on respecte ça, puis de dire... en fait, il faut arrêter de parler de gars-fille. La fille est comme un gars, le gars est comme la fille. On est juste différents. On est juste différents. Des êtres humains différemment. Exact. Moi, je pense que ça c'est ce qu'il faut faire. Il faut continuer, puis il faut continuer d'impliquer des femmes, puis d'en avoir autour de nous, je pense. Penses-tu que ça va être pour bientôt une entraîneur ou une entraîneuse? Une entraîneuse, plutôt, que j'aimerais dire, dans le junior majeur? Dans le junior majeur? T'sais, on a eu Daniel Sauvageau à l'époque, mais ça fait quand même plusieurs années. Je le souhaite. On a vu Sherbrooke l'autre jour, quand Gilles Bouchard était au championnat du monde junior, qui ont promu une de leurs adjointes, ou une dame qui est, je pense, aux vidéos, qui est allée derrière le banc. Elle est quand même devenue, je pense, la première femme là, dans la Ligue à occuper un poste comme ça par intérim, mais quand même, ils ont eu le guts de le faire. L'audace de le faire. C'est ça, l'audace de le faire. Puis... on en voit dans la Ligue américaine. Je pense qu'il y en a qui ont des postes d'assistante ou d'adjointe, mais pourquoi pas? Je veux dire... Ça s'en vient. À capacité ou à qualité égale, bien, pourquoi pas? Exactement. Il n'y a pas de raison. Si un homme est capable de diriger des filles, pourquoi une fille ne peut pas diriger des gars? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui dirigent. T'sais, on a les Titans de Limoilou, tantôt, qui sont ici, puis Pascal Dufresne les dirige, je pense, depuis une douzaine d'années déjà. Pourquoi ce ne serait pas une femme pourrait le faire, tu sais. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Maintenant, tir de barrage à M2Assurance, c'est des ceci ou cela. Fait que, attaque ou défense? Attaque. Attaque. Femme d'attaque. De toute façon, je pense que... Oui, ça c'est pas mal ça. Laver ou on essuie la vaisselle? Laver. On lave la vaisselle. Oui. On clean, c'est sûr. Les deux mains dedans encore, de femme d'action. C'est cohérent. On veut changer le passé ou voir le futur? Voir le futur. Oh, on va voir. Que je ne changerais pas le passé parce que mon passé, j'aime ce que j'ai fait et ce que j'ai accompli. Fait que ça ne me tente pas vraiment de le changer. Mais voir le futur, je pense que oui. Équité ou égalité? Ça, c'est une grosse question. Équité. Équité, hein? Pourquoi? Je pense qu'il faut être équitable avec tout le monde. T'sais, ça revient encore sur le sujet des hommes, des femmes. Oui. Si une femme qui est entraîneur adjoint fait un X salaire, bien, elle a le droit d'avoir le salaire équitable de l'homme qui fait le même job qu'elle. Oui. Je pense que c'est beaucoup ça. OK. Puis là, j'en ai une. Patrick Roy ou les remparts? C'est celle-là, là. J'aime ça, toujours faire des questions. Aujourd'hui, j'ai envie de dire Patrick Roy. Oui, hein? Pour ce qui arrive, je suis tellement fière qu'il puisse avoir retrouvé un poste dans la Ligue nationale. Je veux dire... T'sais, il avait décidé de quitter en juin, puis en y parlant quand même régulièrement, puis ça, c'était palpable que la flamme était toujours quand même là un peu. Puis je me disais, est-ce que ça va arriver? C'est pas arrivé aussitôt que j'aurais pensé, parce qu'avoir avoir gagné les championnats, je me disais, ça va être évident, dans une semaine, là, quand on va avoir fini, puis ça va être ça. Mais non, c'est pas arrivé. Puis le septembre est arrivé, puis il y a des postes qui sont libérés, pas d'appel encore. Mais j'ai dit, ça aurait pris l'audace d'un vieux loup, Lamoriello, pour voir en lui qu'est-ce qu'il pouvait faire pour son équipe. Puis je pense que je suis même pas inquiète qu'il va amener cette équipe-là à un autre niveau. Puis je pense que vous avez ça en commun. Tu sais, t'es une passionnée, c'est un passionné. Mais je pense que, tu sais, j'aimais déjà le hockey avant de le côtoyer puis de travailler avec lui, mais je l'ai dit souvent dans des entrevues dernièrement, il est tellement passionné puis animé par cette flamme-là que tout le monde, ça devient contagieux. Tout le monde qui travaille autour de lui, il faut comme qu'on soit comme lui. OK. Il n'exige pas ça de nous. Non, mais c'est ce qui est... C'est comme, ça déteint sur nous, je vais dire ça de même. De façon positive, là. Exact. On devient encore plus... Parce qu'il implique les gens autour de lui, il demande l'avis de tout le monde. Et... Fait que, tu sais, veux pas, t'embarques dans le bateau, tu suis, puis ça marche. Ah, ben... Maintenant, mais j'aime les remparts quand même. Ben oui, on sait, on sait. Puis tu sais, t'es ici, t'es avec eux. Mais c'était comme une petite façon cute de savoir, parce qu'on le sait que la relation particulière que vous avez ensemble, comment vous avez développé
complicité-là. Ouais. Comment tu as été aussi une agente importante pour lui à travers son parcours ici, parce que, tu sais, on disait tout le temps, la vraie DG, c'est toi. Là. Ouais. Il faisait sa job. Peut-être que ça a commencé un peu, je veux dire, il était capable de reconnaître ce que je faisais, puis que je me tapais puis que j'étais... Il arrêtait pas de me dire des fois, tu es toute une machine, ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, je sais pas, parce que j'étais animée de cette passion-là, moi aussi, ben c'était comme un incontournable. Puis ça a commencé il y a quand même plusieurs années où il disait ça, que j'étais la vraie DG de l'équipe. Ça a continué, puis ça a continué. Puis quand on m'a nommé finalement déjà adjointe, ben j'ai dit, ben finalement, c'est peut-être le résultat de ce qu'il a dit pendant tant d'années. Mais tu sais, tu dis ça, Patrick a cette capacité de voir le potentiel chez les gens. Il a déteint de par sa passion. Il voyait tout le travail que tu faisais. Fait qu'en disant ça, c'est qu'il a mis les projecteurs sur toi pour que les gens comprennent l'importance que tu as au sein de l'organisation. Je vais dire peut-être oui, mais c'était pas aussi quelqu'un qui voulait que tous les projecteurs soient sur lui. C'est vrai. Non, c'est vrai. Parce que, je veux dire, ouais, c'est une icône et tout ça, mais quand il y avait quelque chose qui se passait de bien autour de l'équipe, il disait tout le temps, mets les joueurs en avant. C'est eux autres qui font la job sur la glace, c'est eux autres qui travaillent. Fait que, tu sais, moi, je veux que ce soit eux autres, pas moi. C'est pas toujours à cause de moi, là. Eux, ils travaillent fort aussi. Ils mettent leur botte de travail. Ils suivent le plan. Ils suivent ce que je veux implanter, la culture de l'équipe. Il faut que ce soit eux autres, puis à qui le crédit revient aussi, tu sais. Mais encore là, c'est ça un vrai leader. C'est sa passion. Il est ici, il est dans le hockey pour les vraies raisons. Exact. Il n'est pas là pour son chèque de paye, là, on s'entend. Là. Non, parce qu'il n'a pas fait des voyages au Cap-Breton pendant presque 15 ans. Là, exact. C'est vraiment, c'est la flamme. Il le faisait parce qu'il aimait faire ce qu'il faisait avec les jeunes, redonner aux jeunes. Puis, tu sais, il a joué, il l'a vécu, puis là, ben, de partager son expérience avec eux, c'était vraiment important pour lui. La passe sur la palette maintenant, bien, le hockey, c'est un jeu de passe. Quel a été pour toi ce moment où la personne qui t'a fait une passe sur la palette, qui a fait une différence dans ta vie ou dans ton parcours? Je pense que c'est là d'avoir commencé à travailler avec Patrick. Oui, hein? Oui. On a commencé en 2003. Tranquillement, il était DG. Oups, en 2005, il est devenu entraîneur. Puis, tu sais, je pense qu'il m'a aidé moi-même à me sortir de ma coquille parce que j'étais une fille extrêmement gênée, extrêmement timide. Tu sais, la première chose que j'ai dit quand je l'ai vu, puis je l'ai déjà raconté, mais tu sais que je l'aimais pas parce que moi, je travaillais pour les Nordiques, puis c'est un Canadien. Il se prenait pour un autre, puis il nous battait tout le temps. Tu sais, c'était comme... Puis j'y avais dit, puis ça a toujours resté ça comme une anecdote entre nous. Puis à partir de là, je pense qu'il m'a aidé, je pense, à grandir dans tout ça. OK. À devenir peut-être ce que je suis aujourd'hui. Parce que moi, c'était la petite fille timide dans mon coin qui ne disait pas grand-chose, puis qui était même intimidée par lui au début. Parce que, il était intimidant un peu, Patrick. Il était intimidant, là, quand tu ne le connais pas, puis ça. Puis après ça, de dire je travaille avec lui à tous les jours, bien, moi, je pense que si je suis ce que je suis aujourd'hui, il y a une petite part qui revient à lui. Est-ce que ça lui arrivait aussi de te faire des fois des petits clins d'œil comme il faisait quand il avait gagné? Tu sais, le clin d'œil là, de comme... Tu sais, comme non, pas tant. On avait sa signature là, durant le match. Là. On avait bien du fun à d'arrogance. L'arrogance, c'est ça que j'aimais pas. T'sais, on disait tout le monde qui le connaisse pas disent qu'il est arrogant. Mais c'est pas vrai. On a entendu beaucoup dans les dernières années aussi que c'est un gars qui veut travailler tout seul, puis qui veut prendre le contrôle, puis qui veut ci, puis qui veut ça. Puis c'est faux. C'est pas ça que tu as vécu pantoute, là? Pas pantoute. Puis si on demande à tout le monde qui a travaillé autour de lui, c'est pas ça qu'on a connu, là. Mais c'est au contraire, il veut toujours que tout le monde soit impliqué autant que lui. C'est-tu parce que les gens qui réussissent ou les gens qui ont du caractère puis qui n'ont pas peur d'être ce qu'ils sont, faut qu'on leur trouve des défauts? Peut-être. Hein? Peut-être. C'est sûr qu'il n'y a personne de parfait. Là. Mais non. Je ne dis pas que c'est un être humain parfait, puis on pense qu'aucun d'entre nous est parfait. Non. Mais on en a tous des défauts, puis j'en fais des erreurs, moi aussi. Quoi qu'il disait que j'étais la vraie DG de l'équipe, ça m'arrivait des fois de dire « Oh, celle-là, je l'ai échappé », puis je me cachais pas en arrière d'un rideau pour faire semblant que je le savais pas. J'ai appris à dire que oui, j'ai fait une erreur, puis je suis prête à l'admettre. Fait que
Mais tu sais, il y a un dicton qui dit faut avouer à moitié pardonner. Exact. Puis on apprend. On apprend de nos erreurs. On apprend de nos erreurs. Puis encore une fois, Patrick nous démontre que il y a eu du chemin, il a appris, il est venu refaire ses classes. Puis là, aujourd'hui, il recommence avec. Il en a encore parlé quand il était nommé ouais. avec les Highlanders. Qu'il sait que la façon qu'il avait quitté le Colorado, c'était pas la bonne façon de faire. Puis, mais accule pas lui-même parce que c'est sûr que ça l'a probablement pas aidé quand il regardait ça aujourd'hui. Mais tant mieux, il y a quelqu'un qui a dit non, moi, je passe par-dessus ça, puis je vais l'essayer, tu sais. On va revenir à toi, parce que le sujet, c'est toi. On parle beaucoup de Patrick, là, parce qu'il est important dans ta vie, mais c'est toi. Maintenant, je te donne l'occasion de faire la passe sur la palette à un organisme. Ce serait quel organisme que tu voudrais le faire? Un organisme? C'est quoi la cause qui te parle, toi? Beaucoup les enfants malades. Les enfants malades. Hein? Oui, ou les enfants dans le besoin, je dirais. Là. Une cause, un organisme en particulier, c'est difficile à dire, il y en a tellement, mais tout ce qui peut concerner peut-être les enfants malades et les enfants dans le besoin. Oui. Bien, de toute façon, c'est le futur. Hein? Puis tu le dis. Puis même dans ton métier, tu aimes ça, être auprès des jeunes, avoir un impact, pouvoir changer, puis en plus de pouvoir. On veut que tous les enfants commencent égaux. Exact. Puis malheureusement, c'est pas la réalité, mais si au moins on peut leur donner La maladie chez les jeunes, c'est pas toujours évident. Il y en a qui s'en sortent, il y en a qui s'en sortent pas. La pauvreté, ne serait-ce que des besoins matériels qu'ils peuvent avoir pour l'école ou peu importe, c'est toutes des choses que je trouve importantes. Maintenant, écoute vestiaire présentée par la cage, comme un bon repas entre amis. Dans les vestiaires, il y a souvent des anecdotes, des histoires, des choses qui se passent, qui sont pas racontées. As-tu quelques anecdotes à nous partager? Une là, que tu as envie de nous dire que ça peut être les dessous de la Coupe Memorial, ça peut être à travers tes années, ça peut être bien avant, une histoire qui peut être drôle ou émotive que tu veux nous partager aujourd'hui. On l'a vu un petit peu publicisé là, après la Coupe Memorial, mais les joueurs, premièrement, ça mange énormément, ça mange tout le temps. C'était repas par-dessus repas et tout ça, puis toujours s'assurer qu'ils mangeaient bien, équilibré, des protéines, puis ci et ça et ça. Puis la chose qu'ils nous ont demandé quand on a gagné la Coupe Memorial, on peut-tu manger du McDonald's? Ah oui, ils voulaient du McDonald's. Ah oui. On a commandé pour, je me souviens pas combien, 2 000, 3 000 $ de McDonald's, de DoorDash ou je ne sais trop. Et quand le gars est arrivé avec ça, c'était incroyable. Il y avait des sacs partout. Les gars, ils étaient comme des poissons dans l'eau, des burgers, en veux-tu en voilà, des frites, n'importe quoi. Là. Ils se lâchaient lousse, comme on dit. C'était le festival du burger, de la frite, des croquettes. Let's go. Puis, tu sais, ils ont fait beaucoup de sacrifices. C'était une longue année, les blessures, tout ça. Mais là, c'était comme le party, on mange des burgers à soir pour souper. C'est quoi qui était le plus commandé? C'est-tu le Big Mac, le quart de livre? Il y en avait un peu de tout. On en avait mis de toutes les sortes parce qu'il y en avait qui voulaient ça, il y en avait qui voulaient des croquettes, il y en avait qui voulaient un cheeseburger, il y en avait qui voulaient autre chose. Puis on a dit, regarde, on va en mettre pour tout le monde. Puis tout le monde s'est amusé à manger ce qu'il voulait. Puis c'était quand même une bonne anecdote parce que c'était quand même incroyable de voir la table débordée de repas de burgers sur la table. Ah non, écoute, ça devait être quelque chose. Là, juste que vous compreniez, là, vous entendez des bruits, c'est parce qu'on est dans les coulisses. Il va y avoir une partie de hockey bientôt au moment de l'enregistrement, puis les joueurs sont en train de se préparer pour la partie. Oui, c'est ça. Probablement qu'il y a quelqu'un qui a lancé un ballon, je ne sais pas. Exactement. Dans la porte. Mais y a-tu justement, est-ce que, on parlait de toi, de tes rituels, est-ce que tu trouves que les joueurs ont énormément de routines d'avant-match que tu peux pas défaire ou c'est moins pire qu'avant? Je pense que chacun le fait peut-être individuellement. C'est certain que là, ils arrivent, ils font leur réunion d'équipe d'avantages numériques, de désavantages numériques avec les entraîneurs et tout. Puis après ça, on les voit souvent s'en aller jouer au soccer. Puis ils se font un petit rituel avec ça, puis ils sont toute la gang en groupe. Puis dans les séries, c'était toujours pareil aussi. J'ai été là pour tous les matchs de série, je les ai suivis, puis c'était toujours la même chose.
Toujours la même chose, hein? On arrive à la même heure. Il y en a sûrement là, qu'individuellement, ils ont leur petite affaire encore plus. Là. J'arrive à 1h moins quart, puis j'arrive à 1h10, je fais ça, puis à 1h30, je m'habille. Puis, mais je pense qu'il y en a qui en ont encore, oui. Puis j'ai une autre question. Tu as vu justement les jeunes évoluer à travers les années. Je t'ai parlé tantôt des femmes, mais là, est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse différence entre les joueurs de, mettons, début des années 2000 versus aujourd'hui? Ouais. C'est quoi la plus grosse différence? Je pense que peut-être les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont plus... Je ne sais pas si je devrais dire qu'ils sont plus fragiles. OK. Mais ont peut-être plus besoin d'encadrement encore. OK. Dans le sens que peut-être qu'on voit des jeunes, pas nécessairement chez les remparts, mais en général. Non, mais... qui ont besoin d'être plus... soutenus, encadrés, supportés. Plus besoin d'encouragement, plus besoin d'une petite tape dans le dos, plus besoin de se faire dire qu'il est bon, qu'il est gentil, qu'il est fin. Alors que si je regarde la génération des années 99-2000, c'était pas comme ça. C'est-tu parce qu'on parle plus de santé mentale? C'est-tu parce on leur donne... Oui, hein? On leur laisse plus avoir leurs émotions. Avant, si tu parlais de tes émotions, tu étais un joueur de hockey, bien non. Non, puis si on recule 30 ans en arrière, là, personne ne parlait de ça, la santé mentale. Non. Personne. Non. Aujourd'hui, on en fait un cheval de bataille, je pense. Puis les jeunes, justement, il faut qu'ils apprennent à le dire. Il faut qu'ils apprennent à dire, à pas être gênés de dire que ça va pas, là, j'ai besoin d'aide. Puis ça, il faut être à l'écoute de ça. Puis on a une équipe quand même, si je prends l'exemple des remparts, on a une équipe médicale qui les entoure, qui les encadre, notre physiothérapeute avec qui ils sont à tous les jours, qui leur parle de tout et de rien. Bien, il est capable aussi de détecter s'il peut y avoir peut-être un problème chez certains. Puis ça, je pense qu'il ne faut jamais négliger ça. Écoute, Nicole, merci d'être venue te raconter un peu plus sur le balado Femmes d'hockey. Tu avais été une étoile Femmes d'hockey dans les débuts. C'est comme ça que je suis une fille de Montréal, fait que les gens de Québec, je connaissais un peu moins. Puis j'avais appris à te découvrir. Puis après ça, l'association, moi, je suis très contente de pouvoir venir à chaque année célébrer, souligner les femmes dans notre beau sport. Puis encore cette année, fait que c'est un rendez-vous le 8 mars. La partie, c'est Femmes d'hockey avec les remparts pour célébrer et souligner toutes ces femmes d'inspiration. Merci, Nicole. Merci, Isabelle.